Maintenant, on va peut-être entrer dans un cadre un peu plus précis qui est celui des matières. Les langues sont des matières. Okay. C'est comme ça. Tout ce qui s'enseigne à l'école est réparti par matière. Et il y a des profs par matière. Okay. Puis nous, on a des profs qui font en principe qu'une matière. Enfin, sauf que le prof de physique-chimie, il en fait deux quand même. Parce que la physique et la chimie, c'est pas franchement la même chose, si j'ai bien compris. Et puis l'histoire et la géographie non plus. Il y a histoire et géographie. Bon. Donc il y a quand même des dérogations à la matière unitaire. Mais quand on est prof d'anglais, on est prof d'anglais. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Et donc les identités professionnelles sont redoutables, qui font que, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais moi je garde quand même le souvenir, et j'ai quand même vu des expériences, enfin des contextes variés dans lesquels les profs de langue ne se parlent pas entre eux. Les profs d'anglais ne parlent pas aux profs d'allemand, qui ne parlent pas aux profs d'italien, qui ne parlent pas aux profs d'espagnol, et qui ne parlent surtout pas aux profs de français, sauf dans les conseils de classe. Bon, alors, il y a quand même un gros problème, parce que l'éducation plurilingue, c'est justement ça. C'est faire converger les enseignements langagiers, créer des transversalités. On ne pourra pas toucher aux matières, on ne se fait pas d'illusions, et c'est peut-être pas nécessaire, et c'est peut-être même dangereux, peut-être. Mais créer des transversalités dans les enseignements langagiers, de manière à faire circuler un peu de plurilinguisme. L'éducation plurilingue, c'est ça, c'est mobiliser toutes les ressources langagières qu'on a pour apprendre une nouvelle compétence ou une nouvelle langue. C'est ça, l'éducation plurilingue. C'est donc bien faire circuler les savoirs, et pas les enfermer, chacun dans un compartiment, comme si les langues étaient localisées dans des espaces spécifiques de nos neurones, ce qui apparemment n'est pas le cas. Donc, je ne suis pas très fort en neuro machin, mais apparemment c'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a pas de zone du français, de zone de l'italien et de zone du sanskrit. Non, il n'y a pas. Donc si la transversalité est importante, il faut essayer de mettre en œuvre la transversalité dans le cadre de ces matières qui séparent institutionnellement, parce que on est encore dans des systèmes éducatifs qui fonctionnent par matière et pas par projet, c'est comme ça. Ça viendra peut-être, mais ça a beaucoup changé dans d'autres pays, mais pas dans le nôtre encore. Et pas dans beaucoup d'autres pays d'Europe, d'ailleurs. Et donc, créer des transversalités. Alors, comment on va créer des transversalités sans empiéter sur la souveraineté de chacun, en quelque sorte. Faire en sorte que chacun soit maître de chez lui, mais en même temps que ça communique un peu d'une langue à l'autre. Alors, il y a plusieurs manières. La première, c'est évidemment de définir les objectifs avec les mêmes critères. Définir les objectifs des enseignements de langue avec les mêmes critères. Et définir les objectifs des enseignements de langue avec les mêmes critères, c'est le cadre européen commun de référence. Ça sert à ça. Le cadre donne des définitions de la compétence d'apprentissage d'une langue à certains moments de son développement et en fonction des compétences. Ça veut dire qu'il permet de spécifier ce qui avant était très très vague. Quand on dit il sait bien le français, ou il comprend pas mal l'italien, ou il parle un peu croate, bon, voilà, c'était des jugements. Maintenant, on a un instrument qui permet de mettre derrière ces jugements de valeur des définitions aussi explicites que possible. Aussi explicite qu'une définition peut l'être, dans la mesure où il y a toujours le langage. Hein. C'est-à-dire le langage est toujours marqué par la subjectivité. Donc un descripteur du cadre, si précis soit-il, il est toujours ambigu, parce qu'il faut quand même décider d'un certain nombre de choses, même si on a un terme très précis qui le désigne. Hein. Alors, est-ce que ça, c'est déjà mis en œuvre? Oui, ça oui. Donc il y a quand même ça, oui. un début Oui. de quelque chose. Tout à fait. Ça, c'est le plus simple, et ça, c'est mis en œuvre. Plus ou moins bien, hein, plus ou moins clairement, mais disons que ça, tous les systèmes éducatifs ont adapté ce qu'on appelle les descripteurs du cadre et les niveaux de référence du cadre. En gros,
Ça, c'est réglé et ça devrait, c'est un bon point. Ça ne suffit pas, mais c'est un bon début. On peut donc définir les objectifs d'apprentissage d'une langue à partir de ces descripteurs, d'accord? Et on peut même définir des objectifs à atteindre de manière assez précise. On peut dire, on souhaite que en allemand, deuxième langue, en France, les élèves arrivent à un niveau A2 de compréhension de l'oral, et il faut aller chercher dans le cadre le descripteur qui définit la définition, hein, je ne la sais pas par cœur, de la compréhension orale à ce niveau numéro 2. Donc pour chaque compétence et chaque niveau, il y a une définition. Il y en a quelquefois plusieurs, d'accord, qui essaye de cerner ce que c'est que cette compétence à ce moment-là. Mais qui s'applique à toutes les langues. Absolument, absolument, absolument. Le cadre est indépendant des langues auxquelles il s'applique. Alors évidemment, en grammaire, le cadre n'a rien à dire, parce que, bon, il dit, il faut que les gens sachent un peu de grammaire, beaucoup de grammaire, un peu plus de grammaire, toute la grammaire, mais c'est tout ce qu'il peut dire. Il ne peut pas en dire davantage. Ce qui fait que du point de vue grammatical, il y a eu des choses qui se sont faites. Mais bon, ça c'est important.